Et salut tout le monde, c'est Matt Motorsports Passion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des meilleures saisons de F1 lors des 10 dernières années. C'est parti. Donc on commence par la saison qui vraiment a été palpitante jusqu'au bout, c'est la saison 2010. La saison 2010 commence avec trois équipes qui peuvent être sacrées championnes à la fin de la saison. Il s'agit de Red Bull, Ferrari et McLaren. On notera également que cette saison marquera l'arrivée de nouvelles équipes, à savoir Caterham, Virgin et HRT, des petites équipes qui tentent leur chance en F1 avec des budgets très limités. À surveiller également une autre équipe, Renault, qui pourrait éventuellement réaliser quelques coups d'éclat durant la saison. La saison, tout commence à Bahreïn avec la proposition de Sébastien Vettel, suivi de très près par les deux Ferrari de Felipe Massa et Fernando Alonso. On voit d'ores et déjà les forces en présence devant. Les McLaren furent très discrètes avec les 4e et 8e places sur la grille. Avant même le départ de l'épreuve, les deux pilotes Ferrari changent de moteur. Oui, parce que en fait, les deux pilotes Ferrari ont changé de moteur pour s'ils avaient des problèmes. Mais je crois qu'on était autorisé à avoir 8 moteurs par saison à l'époque, il y a 10 ans. Voilà pourquoi les équipes pouvaient se permettre de casser des moteurs, ça ne changerait pas, ça ne changeait pas grand chose tant qu'ils, comment dire, tant qu'ils, euh, tant qu'ils avaient 8 moteurs, ça allait. Mais là, au fur et à mesure des années, ça a baissé. C'était à 8, ensuite c'était à 4 et là maintenant c'est 3, donc c'est encore pire. Donc, avant même le départ de l'épreuve, les deux pilotes Ferrari changent de moteur, tandis que les monoplaces de l'écurie novice HRT, oui, parce qu'il y a eu deux nouvelles équipes, à savoir des toutes petites équipes avec des budgets très limités, HRT, Virgin et Caterham. Euh, tandis que la monoplace de l'écurie novice HRT connaît des problèmes d'embrayage et s'élance depuis la voie des stands. Cette course sera marquée par un bon nombre d'abandons avec seulement 15 voitures à l'arrivée. Cette saison marquera également une bataille très serrée entre Red Bull, McLaren et Ferrari. Et durant la saison, il y a eu quelques ratés avec notamment Sébastien Vettel qui s'accroche avec son coéquipier Mark Webber au Grand Prix de Turquie qui laisse la victoire à McLaren. Il y a eu aussi quelques boulettes de Fernando Alonso et des McLaren également, mais ce fut une saison très disputée jusqu'au bout. Euh, Au dernier Grand Prix de la saison, il y a eu 4 pilotes qui avaient encore une chance d'être titrés. Il s'agissait de Sébastien Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso et Jenson Button, qui était le champion du monde en titre, d'ailleurs champion du monde 2009 avec Brown GP. Mais en fait, Brown est devenu Mercedes entre temps, entre 2009 et 2010. Brown est devenu Mercedes sous les commandes de Ross Brown. Et donc, du coup, il y a eu 4 pilotes qui étaient encore en lice pour le titre, à savoir Sébastien Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso et Jenson Button, qui était le champion du monde en titre 2009. Euh, Button et Webber perdant toute chance de titre en raison d'erreurs stratégiques lors de ce Grand Prix. Vettel est alors en tête, tandis qu'Alonso, il fait un arrêt au stand, Fernando, et en fait, il est bloqué derrière Petrov. Et en fait, même si Vettel gagne, tu vois, si Alonso passe Petrov, il est champion du monde. Malheureusement, impossibilité de passer pour Alonso. Il aura beau tout essayer, mettre le maximum de puissance ou ce que tu veux sur sa voiture. Alonso, il pourra pas doubler Petrov. Et en fait, la condition était simple parce que si Alonso passait Petrov, Vettel n'est pas titré, même s'il gagnait, Vettel n'était pas titré, c'était Alonso qui aurait récupéré le titre. Mais malheureusement, Alonso ne parviendra pas à passer Petrov, ce qui donne le titre à Vettel. Voilà pour la saison 2010 de F1. 2011, on passe à 2011 avec les mêmes équipes au départ et un nouveau système a été introduit cette saison, le DRS, le Drag Reduction System, ce qui permet à la voiture de réduire la traînée avec ce DRS ouvert et qui permet d'avoir une vitesse maximale de 20 à 25 km/h plus rapide que la voiture qui vous précède. Donc évidemment les forces en présence bien sûr c'est Red Bull, McLaren, Ferrari et les outsiders ce sont Lotus qui a racheté Renault, Force India, Toro Rosso qui peuvent faire quelques coups d'éclat et toujours les petites équipes à savoir Caterham, Virgin et HRT
qui sont un peu les équipes un peu de fond de peloton et qui essayent de se hisser vers le haut malgré les grosses difficultés financières des trois équipes. Donc 2011 commence par l'Australie, nouvelle voiture, nouvelle saison et nouveaux enjeux bien sûr. Vettel pourra-t-il beaucoup d'enjeux? Vettel pourra-t-il conserver son titre? Est-ce que Alonso et Ferrari prendront leur revanche? Est-ce que McLaren sera les, la menaçante, encore plus menaçante sur Red Bull durant cette saison? Donc tout commence en Australie avec déjà la victoire de Sébastien Vettel, donc déjà la saison commence très bien. Malaisie, Grand Prix de Malaisie suivant victoire de Vettel, donc deux victoires d'affilée pour Vettel. Et puis le Grand Prix de Chine, Lewis Hamilton s'impose en Chine en doublant Vettel dans les derniers tours, en proie à des problèmes de pneumatiques. Et la saison se poursuit avec la victoire de Vettel en Espagne, la victoire à Monaco de Sébastien Vettel encore une fois, malgré un drapeau rouge qui a conduit à un crash entre Hetfield et Buemi, si je me souviens bien. Grand Prix du Canada, l'un des Grands Prix le plus fou de l'histoire avec 2 ans d'interruption sous le drapeau rouge, qui a vu, Jenson Button mettre la pression à Vettel et le doubler dans le tout dernier tour après une erreur de ce dernier dans une chicane en glissant. Malheureusement, il a perdu la victoire sur ça. Et après vient les prochains Grands Prix. La victoire de Fernando Alonso au GP de Grande-Bretagne, suivi par Vettel de très proche. Et la saison se poursuivra avec le titre malheureusement de Sébastien Vettel qui était prévisible. Immense, très grande année de Red Bull encore une fois. Deuxième titre consécutif donc pour Vettel et Ferrari qui s'enterre encore un peu plus. Mais ils espèrent une revanche pour 2012 qui fut pour moi la saison la géniale, la saison géniale de toutes ces années, toutes ces 10 dernières années. Là, il y a trois équipes qui peuvent encore sans doute s'imposer, c'est-à-dire Ferrari, Red Bull et McLaren, et le reste du paquet, Force India, Toro Rosso, Sauber, qui pourraient peut-être jouer les outsiders, pourquoi pas. Donc, premier Grand Prix de la saison, tu as le retour de Romain Grosjean qui avait fait quelques courses en 2009 en remplacement de Nelson Piquet qui s'était fait virer de chez Renault. Et ouais. Pardon. Et après, il y a eu le retour de Kimi Raikkonen après 2 saisons d'absence. Il a fait du rallye, effectivement. Excusez-moi. Il a fait notamment 2 saisons en rallye qui n'ont pas été concluantes pour le pilote finlandais qui a signé chez Renault, chez Lotus, qui est managé par Eric Boulier. Premier Grand Prix de la saison, les McLaren en pointe devant les Ferrari et les Red Bull un peu en retrait en ce début de saison. On attendait un peu plus pour le champion du monde en titre Sébastien Vettel. Donc départ, Romain Grosjean malheureusement abandonne dès le premier tour sur une casse de suspension malheureusement pour lui. Et après la course s'enchaîne et McLaren s'impose pour la première course de la saison. Pour moi, la saison 2012, ça a été une grande année avec beaucoup de batailles, beaucoup de pilotes vainqueurs, dont un Mercedes qui s'est un peu réveillé en cette saison, avec notamment une victoire de Rosberg en Chine, un podium à Monaco de ce dernier, un podium également inattendu à Valence de Michael Schumacher, qui a bien su profiter des déboires des autres pour être à l'avant et être au troisième, et ce fut le dernier podium du pilote allemand qui quelques mois plus tard annonçait sa retraite. La saison continue, poursuit son cours jusqu'au dernier Grand Prix de la saison au Brésil, où le titre se joue entre Vettel et Alonso. 13 points les séparent. Si Alonso ne fait pas mieux que troisième, s'il fait pas mieux que deuxième, Alonso n'est pas titré. Et Vettel a besoin d'une 6ème place, je crois, pour être sacré. Donc les qualifications se passent bien pour les McLaren notamment. Première ligne 100% McLaren.
Donc départ déjà, les deux McLaren font un excellent départ. Bon départ, très bon départ de Fernando Alonso qui passe Massa et Weber, et qui passe trois voitures d'un coup parce qu'il partait 7ème sur la grille, je crois. Et derrière, après les S de Senna au bout du premier secteur, et dans la descente, ça, au double gauche, ça s'empile avec Bruno Senna, Romain Grosjean, Kamui Kobayashi qui s'accroche, qui se crache. Et inattendu, qu'est-ce qu'on voit? Sébastien Vettel en tête à queue. Et là, on se dit le titre est perdu, machin, il repart dernier. Et durant la course, on voit inattendu en cette fin de saison, Nico Hülkenberg chez Force India, pilote Force India Mercedes, qui se révèle en cette toute fin de saison, qui fait un excellent départ, une excellente course. Vraiment, il aurait pu il se battait pour la victoire et pour le podium, jusqu'à malheureusement à ce fameux 54e tour, jusqu'à ce moment où Hülkenberg percute Hamilton. Ils se percutent tous les deux, ils partent en tête à queue. Hülkenberg fait un deux roues. Heureusement, il n'a pas fait de tonneau, il a pu repartir. Mais Lewis Hamilton, pour son dernier Grand Prix chez McLaren, a cassé sa suspension. Donc, malheureusement, dernier Grand Prix en demi-teinte pour lui. Il aurait pu faire un podium, voire mieux une victoire. Et la dernière victoire de McLaren jusqu'à aujourd'hui, c'est Jenson Button sur McLaren. La dernière victoire de Jenson Button sur ce fameux Grand Prix de Sao Paulo 2012. Et la course passe, il y a la pluie. Et malheureusement, Alonso, pour 3 petits points, ne gagne pas le titre puisque Vettel avait fait 6ème. Et si Alonso avait doublé, comment il s'appelle, Jenson Button, il aurait été sacré Fernando Alonso. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour 3 petits points seulement. Et on voit la tête d'Alonso vraiment comme ça. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Donc malheureusement, c'est la dure loi. Après, dites-moi si vous êtes plus du côté de Vettel ou d'Alonso, même si Alonso n'est plus en F1 en ce moment même. Mais est-ce que vous êtes plus Team Alonso ou Team Sébastien Vettel dans ces dernières années? Saison 2013, alors 2013, nouvelles ambitions. euh, peut-être une revanche de Fernando Alonso, qui sait, pour détrôner Vettel de ces 3 titres d'affilée. Parce que là, la Red Bull continue, hein, la Red Bull massacre tout le monde, hein. Enfin, ça s'est joué un peu 2010-2012, mais 2011, ça a vraiment été l'année Vettel avec vraiment une voiture bien équilibrée, bien préparée pour toutes les courses. Donc 2013 commence avec l'Australie et bon, un départ, une pole de Sébastien Vettel et plusieurs batailles, plusieurs forces en présence, hein, avec notamment Red Bull, Ferrari, Mercedes aussi, avec la surprise générale, Hamilton qui a quitté McLaren pour aller chez Mercedes, et Sergio Perez l'a remplacé cette année-là aux côtés de Nico Rosberg d'ailleurs, Lewis Hamilton. Donc saison assez attendue par Mercedes. Est-ce que ça sera mieux que l'année dernière? On verra bien. Est-ce que McLaren va continuer de menacer Red Bull? Est-ce que Ferrari se réveillera un petit peu? À voir cette saison. Donc premier Grand Prix de la saison, Vettel s'élance en tête, et derrière ça va, départ normal, et plusieurs batailles entre notamment Alonso Hamilton. Mais à la surprise générale, Vettel fait une erreur stratégique, je crois. Je sais plus c'était quoi, bref. Et à la surprise générale, c'est Kimi Raikkonen qui s'impose, dont la dernière victoire de Lotus Renault cette année-là. Donc très, très content pour Raikkonen, bien sûr. Bon, après, il exprime pas trop sa joie, mais on le connaît, Raikko. On sait qu'il est content au fond, mais il tire toujours un peu la tronche comme ça, quand il répond aux interviews comme ça. C'est le personnage, hein, c'est pour ça qu'on l'aime, Kimi. Mais bon, surprise générale, Kimi Raikkonen s'impose, Vettel 3ème, Alonso 2ème. Donc on se dit, on voit qu'il y a Lotus, on voit qu'il y a Ferrari pour détrôner Red Bull. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. On se demande tous, est-ce que ça va être une bataille à 3 comme ces dernières années?
Donc deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie, un pays, un circuit pas mal Kuala Lumpur, mais un pays extrêmement chaud qui détruit les pneumatiques. Donc il y a eu les deux Red Bull en première ligne et derrière il y avait les Ferrari, les Mercedes, les McLaren et tout le bleu bâtin. Donc du coup le départ bah, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, sauf que premier tour Alonso percute c'est l'arrière de Sébastien Vettel qui casse son aileron avant, qui est penché comme ça, qui fait un peu la tronche. Et en fait Alonso décide de continuer. Mais je pense que son équipe ne l'avait pas averti qu'il avait son aileron avant cassé. Donc du coup, on voyait dans la droite qui vibrait, qui vibrait, qui vibrait. Deuxième tour, en pleine droite, pah, il explose et Alonso malheureusement bah il a abandonné parce que il pouvait plus continuer parce que l'élan était carrément sous fond plat. Donc un élan sous fond plat ça peut vous casser le fond plat, ça peut vous faire un trou dans le moteur et ça peut vous faire un trou dans le moteur et ça peut vous endommager les pièces du moteur. Donc malheureusement Alonso abandonne dès le deuxième tour. Abandonne le deuxième tour et compromet toutes ses chances je pense d'être titré parce que je pense en fait moi quand j'ai vu ça, je vous le dis honnêtement, ça sentait pas bon pour Fernando Alonso. Non non. Je pense que chez Ferrari ils se demandaient peut-être que si leur voiture n'était pas plus mauvaise que l'année dernière. Je pense qu'il n'était pas faux dans le fond, ce qui n'était pas faux, mais il fallait trouver les solutions, mais ils ne les ont pas trouvées. Donc du coup, malheureusement, podium, abandon de Fernando Alonso dès le deuxième Grand Prix de la saison. Donc je pense qu'il compromet encore ses chances de titre à la fin de la saison. Il fut une bataille entre les deux Red Bull, Mark Webber et Sébastien Vettel. Mark Webber était donc en tête. Et l'ingénieur de piste dit à Sébastien Vettel Multi 21. Donc assurez le doublé, ne vous battez pas, assurez le doublé, laisse Marc gagner, toi finis deuxième et tout ira bien. Mais Vettel ne respecte pas ses consignes et et se bagarre avec Mark Webber. Mark Webber évidemment défend sa place, ce qui est logique, mais tout dans le respect entre coéquipiers, on ne s'accroche pas, n'est-ce pas Léas, on va en reparler. Mais une consigne a été passée. Donc normalement, quand une consigne est passée, quand on dit multi 21, c'est assuré, vous battez pas, ne risquez pas de vous mettre dehors, de mettre les deux voitures dehors, ramenez les points à la maison et ça sera très bien pour l'équipe. Mais Vettel se sentant plus rapide, double Weber, n'écoute pas les consignes et gagne la course. Et dans la coolroom, ce fut très tendu, un peu tendu entre Mark Webber et Sébastien Vettel et Mark Webber le regarde et dit multi 21, c'est bah oui parce que ils avaient dit d'assurer le doublé et Vettel n'a pas écouté. Donc voilà, Grand Prix de Chine. Grand Prix de Chine qui se passe bien. Les Red Bull un peu en retrait, je pense, sur ce circuit qui, je pense, ne leur convenait pas. Et du coup, Fernando Alonso gagne la course. C'est bien. Enfin, un Ferrari qui se réveille. Après la désillusion de Malaisie, il fallait bien qu'il y ait une petite revanche pour Fernando. Donc, il réussit quand même à un peu prendre sa revanche en disant n'oubliez pas quand même, je suis là. Voyez. Et malheureusement, bah, on voit que McLaren, ils sont pas là quoi. Sergio Perez et Jenson Button ne sont pas là. Enfin, ils sont sur la piste, hein, ils ramènent les points, mais c'est pas les objectifs attendus par Martin Whitmarsh qui était le team principal de l'équipe à l'époque. Et malheureusement, bah, la voiture en fait n'est pas bien née parce qu'en fait ils ont et en fait ils ont refait une voiture complète, vous voyez, alors que ils, ils n'en avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'en gros, 2012 ils avaient la voiture pour se battre, peut-être pas pour le titre. Je pense que si ils avaient un peu mieux fait stratégiquement la course et tout ça en 2012, ils auraient pu gagner le titre. Mais malheureusement, 2013 ce fut l'année très compliquée pour McLaren avec une voiture mal née. Ils ont refait une voiture et qu'ils n'avaient pas besoin d'en refaire une. Je ne comprends pas pourquoi ils en ont refait une. Peut-être ils voulaient essayer une nouvelle chose avec McLaren, avec cette voiture. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas là. Hein. Jenson Button et Sergio Perez ramènent les points qu'ils peuvent. Mais bon, trop d'erreurs de la part de Sergio Perez
pour un pilote McLaren, sachant que McLaren est censé être la top team, une des 3 top teams les plus rapides, et bah du coup se voir remplacé par Lotus qui fait une saison assez remarquable. Après la mi-temps de Raikkonen, il y avait quand même eu un petit mou de la part des pilotes Lotus, à part à Bahreïn où Grosjean fait une 3ème place, mais après c'était enchaîné problème sur problème, accident sur accident. Et du coup, on se dit, est-ce que ça recommence comme en 2012? Et en fait, non, parce que deuxième partie de saison, là, la révélation, Romain Grosjean se réveille et il enchaîne podium sur podium, des deuxièmes, des 3ème places. Donc, et là, il prend l'ascendant un peu plus sur Raikkonen. Et il a dit, les gars, c'est moi le patron, c'est moi qui décide de qui, de quoi, qui fait quoi, machin. Et en fait, on sentait une tension dans l'équipe entre Raikkonen et Lotus. Et en fait, il n'a pas été payé par l'équipe et il attendait son chèque. Il attendait son chèque et voilà. Du coup, il attendait son chèque. Du coup, les tensions étaient bien vives au sein de l'équipe. Du coup, c'était vraiment que pour Romain Grosjean et pas pour Raikkonen. Ce que je trouve vraiment dommage parce que Raikkonen, il avait gagné le premier GP de la saison. Romain Grosjean aurait pu gagner au Japon, sauf que Vettel, quand tu avais Vettel dans les parages, je pense qu'il fallait pas trop défendre. Mais bon, voilà, très bonne saison de Lotus. Ferrari, c'était très bien en début d'année, mais après, ils ont vraiment descendu la pente. La pente, elle était vraiment vertigineuse, hein. Ils se battaient pour les victoires, les podiums, et après, ils se battaient que pour des 6ème, 7ème places pour les places d'honneur, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Et on voit petit à petit que Mercedes, bah dis donc, step by step, ils reviennent, et Red Bull regarde un peu d'un coin de l'œil, comment dire, regarde d'un coin de l'œil Mercedes et se dit pourquoi pas les prochaines années se battre contre Mercedes. Et ce message de Vettel, dernière course de la saison, bon, évidemment il a fait une saison incroyable, il est titré en Inde, il fait une course remarquable et il s'impose avec 30 secondes d'avance sur tout le monde à chaque course. On se demande même s'il triche pas un peu, hein. Mais on lui dit, et en fait en Inde, et bah, il est titré 4 fois champion du monde, mais il s'impose avec un boulevard, quoi, 30 secondes d'avance sur le deuxième. Et il fait les fameux donuts. Il a reçu une amende de 25 000 € pour ça en Inde, mais il a continué, c'est devenu une habitude. Donc après, on a décidé de ne pas le pénaliser. Il enchaîne les victoires. Romain Grosjean enchaîne les podiums. Ferrari s'enterre un peu plus. Weber qui a compris que il pourra plus se battre face à Vettel. Vettel champion, bah bravo quoi. Saison incroyable de Red Bull, Ferrari qui s'enterre, Mercedes qui revient devant, McLaren qui s'enterre aussi. Enfin bref, saison incroyable. Et bien sûr, dernière apparition des V8 cette année-là, 2014. On passe à 2014, nouvelle ère pour la F1, retour des V6 turbo hybride, nouvelle voiture avec des nez assez incroyables, avec vraiment un pic assez sur le nez avant. C'est peut-être, apparemment, c'était pour le flux d'air, pour bien que pour que l'air s'engouffre mieux dans le moteur, dans les conduits d'aération et tout ce que tu veux. Bon, bah écoute, c'est pas mal, mais bon, c'était assez bizarre ces voitures. On voit notamment là le retour de Cam Kobayashi après une saison passée en endurance. Il revient en F1 chez Caterham, mais bon, Caterham, Marussia et tout ça, on sait que ça risque d'être compliqué cette saison-là. Donc, du coup, premier Grand Prix de la saison, c'est les nouveaux V6 Turbo qui sont très compliqués à manier, très compliqués à comprendre. On voit d'ores et déjà les principaux protagonistes à la victoire et au titre déjà abandonnés. Même pas ils ont fait un tour de course, t'en as ils ont déjà abandonné. Et Hamilton fait les premiers tours de course et on lui dit à la radio box this lap, retire car for preserve the engine. Donc déjà moteur très fragile, V6 qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce début de saison. Et déjà un premier protagoniste à l'arrêt. Et inattendu, le champion du monde en titre Sébastien Vettel, après 4 titres d'affilée avec Red Bull qui était vraiment à l'ascendant sur tout le monde et tout ça, abandonne. Donc là, vraiment, c'est vraiment un coup dur. Et on voit que Lotus, bah, avec ce nouveau moteur Renault V6 Renault turbo hybride, et ben, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot parce que c'était vraiment compliqué pour eux. Euh, juste une petite parenthèse, si ça vous ennuie ce que je vous dis,
vous avancerez dans la vidéo, hein, parce que si s'il y a une partie qui vous ennuie plus que d'autres, vous passez de l'autre côté, vous passez un peu de moments, vous passez des moments de la vidéo pour voir si c'était plus intéressant par la vidéo, pour la suite de la vidéo. Donc je disais ouais, donc Hamilton abandonne, Vettel abandonne, enfin vraiment des V6 incompréhensibles, on comprend pas. Et on me dit, Vettel il dit it's a shit, c'est de la merde ces moteurs, ça fait pas de bruit, machin, truc, bon. Mais on voit que Mercedes, contre toute attente, a réussi à comprendre ce V6, et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, Mercedes est au plus haut, c'est parce qu'ils ont réussi à comprendre ce V6, ce que n'a pas forcément réussi à comprendre, ce qu'on n'a pas forcément réussi à comprendre Ferrari, Red Bull et tous les autres. Ce V6 turbo qui est très compliqué encore, mais 2014, ce fut l'année Mercedes avec 3 victoires Red Bull. C'est seulement ces victoires de Ricardo qui ont échappé à Mercedes. Sinon, c'est l'année 100% Mercedes. McLaren avec ce moteur Mercedes qui fait quelques coups d'éclat malgré des courses assez. Qui est vraiment pas mal, mais qui fait vraiment quelques boulettes, notamment le nouveau venu, le tout jeune Kevin Magnussen, venu de la Formula Renault V8 3.5 Series, qui était l'antichambre de la F1 à l'époque, et comme le GP2, enfin c'était un peu les deux antichambres de la F1. Et Magnussen qui fait quelques boulettes, notamment à Hockenheim, quand au premier tour de course, premier virage, il touche Felipe Massa qui part en tonneau. Donc moi j'ai eu très très peur à ce moment-là. J'ai vu Massa en tonneau, j'ai fait ouh là 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 là, est-ce qu'il va bien? Et en fait, il allait bien. Et en fait, contre toute attente, Williams qui avait fait notamment une victoire en 2012 avec Maldonado inattendu en Espagne, 2013 saison catastrophique pour Williams. 2014, nouveau duo de pilote Massa-Bottas, Valtteri Bottas. Bon bah non, Bottas était déjà là en 2013, mais ce que je veux dire c'est que Bottas qui était un peu le chef de file, hein, on voit arriver Massa qui est vraiment un mec expérimenté. Et là on voit le regain de forme de Williams, on est passé à un V6 turbo, hop, ça va mieux tout de suite. On a tout de suite mis dans l'équipe avec Rob Smedley qui était le chef ingénieur de Felipe Massa chez Ferrari, et qui l'a suivi chez Williams. Donc très bonne saison de Williams, qui notamment fait une pole position en Autriche, qui se battent pour la victoire, mais sur une erreur stratégique fait que les Williams se retrouvent P3, P4 malheureusement. Donc elles auraient pu faire un doublé, cette équipe. Mais ce fut l'année Mercedes, année très compliquée pour Vettel qui voit que Daniel Ricciardo, nouveau pilote tout frais venu de chez Toro Rosso, euh, prend l'ascendant sur lui. Donc du coup il en a marre, et à la fin de la saison il dit moi je quitte Red Bull et je signe chez Ferrari. Est-ce que le pari est-ce que le pari il tente le pari, et est-ce que le pari fut payant? Moi je me suis dit peut-être, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Alonso qui quitte Ferrari parce qu'il en a marre, il va chez McLaren, qui quitte Mercedes, le motoriste Mercedes pour passer chez Honda. Bon bah retour de Honda, je me suis dit vraiment les années Prost Senna, est-ce que ça va être pareil est-ce que ça va redevenir la même avec que de la domination McLaren, est-ce que McLaren va revenir au devant de la scène avec Honda avant en 2015? Et malheureusement la saison 2014 fut marquée par la saison tragique, la triste, le triste accident de Julien qui meurt malheureusement 9 mois plus tard à cause d'un traumatisme crânien. Donc voilà, on pense à toi. Non mais malheureusement, en fait j'étais parti pour vous parler de mes plus belles années. En fait je vous fais un résumé de saison, mais non, n'importe quoi. Bah en fait, pour résumer vite fait, parce que la vidéo je veux pas qu'elle dure non plus 100 ans. Donc meilleure saison pour moi depuis que je regarde la F1, 2010-2012. 2014 parce qu'il y a eu une grosse bagarre entre Rosberg et Hamilton. Très bonne saison également 2016 parce que ça s'est joué aussi jusqu'à la dernière course. 2017 aussi également. Et mes pires années. 2018 aussi c'était pas mal. Pires années 2011, 2013. Attends, 2011, 2013, 2014.
2015, 2016, 2019. Voilà, ça c'est mes pires années Pour moi, c'est mes pires années en termes de spectacle. Après, en termes de pilote ou quoi, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Charles Leclerc, Pierre Gasly mérite totalement de. Bon, après, malheureusement, Pierre Gasly s'est fait un peu virer comme une vieille chaussette de chez Red Bull qui a rebondi chez Toro Rosso et qui a fait un podium inattendu au Brésil. Tellement, tellement inattendu, tellement content, il hurle parce qu'il est content, il expose son micro, il casse son micro, mais on entend vraiment sa joie dans sa radio. Mais bon, après ces dernières années, ce fut Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ferrari n'a jamais eu les armes, selon moi, Ferrari n'a jamais eu les armes pour rivaliser avec Mercedes. Il voulait toujours faire mieux. Par exemple, qu'en 2016, il voulait vraiment se battre avec Mercedes et qu'en fait, il voulait toujours pousser plus haut, plus haut, plus haut. Et bah, à force de pousser vraiment, ils voulaient vraiment se battre avec Mercedes, bah, ils sont passés de deuxième force à voire première force à troisième force du plateau. Et Red Bull qui vire Kiat en 2016, après la Russie, qui vire Kiat et qui font le pari de prendre le jeune Max Verstappen de 18 balais. Le mec il a 18 balais, il est déjà chez Red Bull, incroyable. Et il gagne son premier Grand Prix en Espagne, ce qui était totalement inattendu, hein, parce que sans le crash des deux Mercedes qui était aussi inattendu au quatrième virage, ça se serait pas passé comme ça. Et voilà, après 2017, bon, Mercedes Ferrari, ça a été une belle bataille. Red Bull un peu en retrait. Renault qui revient un peu devant après une saison particulièrement difficile qui tente un duo de pilote John Palmer qui mène ça alors que Palmer il a fait une saison de merde en 2016. 2017, je t'en parle même pas. Et malheureusement, bah, on voit que les petites équipes se cassent. Manor. Caterham, HRT, manque de moyens clairement, manque de moyens sur ces équipes qui ont fait le pari de redevenir en 2010 pour pourquoi pas essayer des coups d'éclat, mais ça n'a pas marché, à part 2014-2016 avec Marussia, c'est la seule équipe de ces trois-là qui a marqué des points. Caterham et HRT n'avaient pas les armes pour se battre, ils se battaient toujours entre la 17e et la 24e place, donc ouais, ce fut compliqué, manque d'argent, manque de moyens et les usines ont fini, les équipes ont fini par fermer puisqu'ils n'avaient plus les moyens de payer les factures et tout ça, ou payer ses employés même. Donc du coup voilà, ces trois équipes qui n'ont pas fait long feu, qui ont fait 3 à 6 ans, voilà, 3 à 7 saisons, 3 à 7 saisons de F1. Donc voilà, donc 2017, on s'attend nouvelle réglementation. Euh, ah non, j'ai pas parlé de 2016, pardon. 2016, bah malheureusement, 2016, malheureusement, on s'attendait à une bataille Mercedes-Ferrari et finalement Mercedes écrase la saison complètement. Le titre se joue entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton et si Hamilton finit premier et que Rosberg finit troisième, il est sacré champion du monde. Donc du coup, départ de la course, Lewis Hamilton fait un super départ. Rosberg, lui, il insiste pas, hein, il veut pas faire le fou ou quoi. Lui, il gère à la deuxième place. Et en fait, Hamilton, il se met à ralentir pour faire revenir tout le monde. Et là, on commence à avoir une bataille six à 6 entre Rosberg, Hamilton, les Ferrari et les Red Bull. Et en fait, on dit à Hamilton, Padillo dit à Hamilton d'accélérer, de tourner à un temps qu'il lui a fixé. Et en fait, il dit à Hamilton, non, non, je suis bien comme ça, machin, je sais pas quoi. Et en fait, son but c'était de ralentir exprès Rosberg pour faire revenir les mecs de derrière, donc les Ferrari et les Red Bull, et pourquoi pas, si une Ferrari ou une Red Bull finissent devant et que Hamilton soit sacré pour la quatrième fois. Ce ne fut pas le cas. Pour 5 points, Rosberg fut champion du monde. Et à la surprise générale, en décembre, Rosberg annonce sa retraite, ce qui est totalement inattendu, on ne m'y attendait pas du tout. Et en plus, Rosberg avait re-signé son contrat pour 2 saisons jusqu'en 2018 avec Toto Wolff et tout. Et on s'est demandé, mais qui va le remplacer? Parce que
et s'il n'y a pas de jeunes, ils ont pas la filière des jeunes pilotes, bon, c'est un peu trop tôt, machin. Et à la surprise générale, c'est Valtteri Bottas qui remplace Rosberg. Donc, est-ce que il pourra rivaliser avec Lewis Hamilton? On verra bien. Non, moi, je pensais pas ça, mais bon. Donc 2017, nouveau règlement, nouvelle voiture, plus grosse, plus rapide et avec des fameux ailerons de requin, des fameux capots arrière assez spéciaux, des ailerons arrière très petits, ailerons avant plus large, enfin ailerons arrière plus large mais plus petit. Et malheureusement, en fait, on voit le déclin de Manor qui a déclaré forfait tout simplement parce qu'il n'avait pas l'argent pour construire la Manor de 2017, la voiture 2017. Donc on se retrouve à 20 voitures et les forces en présence, toujours Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et derrière, pourquoi pas le retour de Renault grâce à cette nouvelle réglementation, est-ce qu'il y aura des équipes qui se montreront plus que 2016, pourquoi pas. Donc donc départ de la course en Australie, tu as les Mercedes qui font un bon départ. Comment il s'appelle, Vettel qui fait deuxième, il s'y attendait un petit peu. Mais grâce à une voiture de sécurité virtuelle, euh, de, Vettel profite de cela pour s'arrêter et ressortir devant. Donc ça, vraiment un bon. Et en fait Vettel, non, pas virtual safety car. En fait, Vettel s'arrête. Et en fait, t'as Verstappen qui ralentit Hamilton. Enfin, il le ralentit pas pour Vettel, mais je veux dire, il se bat contre lui. Et en fait, ils arrivent à pleine balle. Verstappen et Hamilton arrivent à pleine balle. Et t'as Vettel qui sort des stands et qui en sort juste devant eux. Ce qui a, ce qui a marché du coup. Et du coup, Vettel gagne le premier Grand Prix de la saison, ce qu'on s'y attendait pas du tout parce que Hamilton s'était bien échappé par rapport à Vettel et machin. Donc première victoire de Ferrari, donc depuis 2015 ça faisait quand même beaucoup de temps. Et là on s'est dit, ah ouais, ça commence entre Mercedes et Ferrari, Red Bull qui est troisième force du plateau, bon, qui va peut-être profiter de quelques coups d'éclat, parce que je pense que Red Bull n'arrivait pas à rivaliser avec Mercedes ni Ferrari. Donc la course se passe, les saisons se passent et tout, et en fait Vettel et Ferrari se perdent au fur et à mesure de la saison, erreur sur erreur, problème sur problème, ce qui a coûté le titre à Sébastien Vettel en 2017. 2018, je vais la faire vite parce que là ça commence à faire long. 2018, nouvelle réglementation avec le Halo, l'arrivée du Halo en F1 qui a été introduit obligatoire par la FIA pour la sécurité des pilotes. Sur le papier, on voit que c'est moche, mais moi j'ai fait plus trop attention, honnêtement. Je vois qu'il y est, mais ça me pose pas de problème, je m'en fous un peu. Donc, nouvelle voiture encore plus rapide que celle de 2018, apparemment. Et dans les essais hivernaux, le recrutement de Ferrari, le recrutement de Charles Leclerc chez Ferrari, inattendu. Moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce que Charles Leclerc signe chez Ferrari à la place de Raikkonen qui passe du coup chez Alfa Romeo avec Giovinazzi. Et en fait, du coup, on s'attend quand on voit les essais hivernaux, t'as Ferrari qui, euh, qui est devant, qui fait les temps et tout, et Mercedes un peu en retrait. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même que Mercedes soit aussi loin. Et en fait, ils ont bien joué parce qu'ils ont caché leur jeu. Et ça, c'est pas mal. Parce que ne pas montrer tout, ne pas montrer la performance tout de suite, fait penser aux autres écuries. Oh là là, eux, Mercedes sont derrière et tout, ils sont hyper loin. Et nous, on va être tranquille quand on va gagner une titre. Et ben non, première course de la saison, doublé Mercedes. Déjà, les Ferrari se prennent 8 dixièmes, 8 dixièmes et une seconde, je crois, au tour. En 2019, première séance de qualif, 8 dixièmes et une seconde, ce qui est quand même énorme. Donc du coup les Mercedes atomisent tout le monde, doublé Mercedes, Valtteri Bottas en fin de victoire après une saison 2018 très compliquée pour lui, il s'impose en Australie à la manche d'ouverture. Et on se dit, est-ce que Ferrari va se réveiller ou machin? Eh ben non, pas du tout. Saison hyper compliquée, très décevante. Moi, franchement, j'étais très déçu
de Ferrari parce que ils méritaient franchement d'être titrés, enfin d'être champions, alors qu'ils n'ont pas été titrés depuis 2007, ça commence à faire beaucoup. En fait, titre pilote 2007, titre constructeur 2008, voilà. Mais quand Ferrari, quand je vois, bon, il y a les 2 victoires de Charles Leclerc, Belgique, Italie, il y a 3 victoires d'affilée Ferrari, mais quand tu vois en fait, les Ferrari, leur point fort c'était les qualifs. Elles faisaient des qualifs hyper bonnes sur certains circuits, comme la Belgique, l'Italie, ce que tu veux, la Russie, le Japon. Mais euh, la difficulté c'était en fait la stratégie en fait. Ils se prenaient les pieds dans le tapis, mais pour rien du tout en fait. En fait, les pilotes Charles Leclerc et Sébastien Vettel, ils discutaient. En fait, tu t'entendais par exemple en Russie des conversations de 1 minute. Ouais, 40 minutes, faut que je me dépêche. T'entendais des conversations de 1 minute pour dire il faut qu'il me laisse passer, et machin, et bidule, et truc. Et c'est en fait c'est ce qui a coûté, je pense que c'est ce qui a coûté certaines victoires à Ferrari parce que à force de discuter, on perd du temps. Et du coup, ça profite à Mercedes parce que discuter, est-ce qu'il va. Oui, mais est-ce il était censé me rendre la place à ce tour-là, machin, bidule, truc. Et, c'est ce qui a coûté plusieurs victoires à Ferrari, comme par exemple, je sais pas moi, au Mexique. Au Mexique, ça a coûté la victoire sur une erreur stratégique encore de Ferrari, encore une erreur stratégique. Verstappen m'a été la pole, mais malheureusement il n'a pas assez ralenti sous drapeau jaune parce qu'il y a eu le crash de effroyable, enfin pas effroyable mais spectaculaire de Valtteri Bottas. Et il dit, et malheureusement Verstappen a amélioré son drapeau jaune, ce qui lui a fait faire une pénalité, ce qui a écopé d'une pénalité de 3 places. Du coup, nouvelle première ligne Ferrari. Et ils loupent leur départ encore une fois. Et là, c'était pas sur la stratégie, c'était sur le départ. Du coup, ça a profité encore une fois à Mercedes. Et on se demandait même, Red Bull, ils ont porté une plainte à la FIA contre Ferrari pour un peu l'utilisation du moteur un peu bizarre parce qu'ils sont hyper bons en qualif, ce qui est vrai, hein, ils sont hyper bons en qualif avec leur moteur, là, avec les chevaux montés au max. Et quand c'est en course, c'est bizarre parce qu'ils se déclinent un peu. Moi, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Je suis assez d'accord avec ce que Red Bull, par rapport à l'accusation de Red Bull, moi je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit dans le sens où ils sont hyper bons en qualif euh, grâce à leur moteur justement. Ferrari qui est le meilleur moteur par rapport à Mercedes qui était improbable il y a 3 4 ans. Mais après, en course, ils s'éteignent. Donc moi je comprenais pas, je suis complètement. Moi je suis vraiment de l'avis de Verstappen par rapport. Et je suis vraiment de l'avis de Red Bull par rapport à ça. Donc du coup saison 2019 très compliquée pour Ferrari. Red Bull qui fait confiance à Pierre Gasly, qui fait confiance à Pierre Gasly. Et malheureusement, en fait, sa voiture, je crois que sa voiture, il y a une histoire comme quoi sa voiture était basée sur les réglages de Verstappen, et, ce qui ne lui convenait pas. Donc on lui a demandé, et tout, ils ont demandé, Gasly a demandé à lui faire ses propres réglages, mais on lui dit non, non, t'inquiète pas, je sais pas quoi. Et en fait, on voyait peu à peu que Gasly en fait se faisait poutrer par Verstappen et même par les autres équipes. En 2019, il partait 17ème sur la grille de départ, qui a loupé. En fait, il y a eu une erreur de la part de Red Bull qui ne l'a pas fait sortir. Enfin bref. Et en fait, euh, il fait une remontée, mais il n'arrive pas à doubler 4, alors que pourtant, euh, c'est une Red Bull quoi. Enfin après, c'était la première année de Honda, donc moi je me suis dit avec Honda, Red Bull, est-ce que ça a marché, machin, qui ont quitté le Renault après des années de collaboration. Donc du coup, moi je me suis dit, Honda c'est bien, machin, enfin c'est bien, j'étais un peu pessimiste par rapport à ce moteur, mais on voyait que même si Gasly avait le même moteur que la Toro Rosso, il n'avait pas la même voiture. Ça veut dire qu'en gros, Red Bull était censé monter en haut. Il était censé il était censé passer facilement, tu vois. Et en fait, pas du tout. La Toro Rosso a une vitesse de pointe hallucinante en ligne droite, ce qui était quand même assez hallucinant pour moi. Moi, je me suis dit, moteur Honda puissant, alors que même McLaren, ils crachaient sur eux, machin. Et en fait, Gasly, en fait, je crois qu'il avait un problème avec son mode puissance, apparemment, ce qui avait été rapporté par l'équipe, qui n'avait pas réussi à passer 4. Bon, la saison se passe, machin. Bon, Mercedes qui écrase la concurrence, franchement, au début de la saison, moi j'en ai ras-le-bol que Mercedes gagne tout le temps, machin. Il a fallu attendre l'Allemagne quand même
Il a fallu attendre l'Allemagne quand même pour gagner, pour pouvoir autre chose que Mercedes, parce qu'il y a ras-le-bol, franchement. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Jusqu'à là. Et Gasly, quand Verstappen fait P1 en Autriche, t'as Gasly, il est 8ème. Non mais tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et il dit je comprends pas pourquoi Verstappen il peut être P1 et Gasly il est P8. Je comprends pas en fait. Est-ce que pourtant c'est la même voiture, c'est le même châssis, c'est le même moteur, mais est-ce qu'on n'est pas en train un peu je pense que Gasly il a eu trop de pression de la part de Red Bull. Si on a dit que on lui a sans doute dit que si à cette course tu fais pas ça, le partenariat est fini, je sais pas quoi. Donc je pense qu'il était sans arrêt chaque week-end sous pression, comme disait très justement Despiello, je crois, qui disait ça. Mais selon moi, oui, il y a eu trop de pression de la part de Red Bull sur Pierre Gasly qui lui a coûté sa place. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de pression, ça se serait très bien passé. Tu vois, s'ils avaient écouté Gasly par rapport au réglage que Gasly conseillait à ses mécaniciens à l'équipe, ça aurait marché, tu vois. Il aurait pu se battre avec Verstappen, machin, truc. Et en fait, pas du tout. Donc du coup, à la surprise générale, on arrive à Spot, à Alex Albon qui remplace Gasly. Bah, ils ont fait un switch, donc en gros, Albon est passé chez Red Bull et Gasly retourne chez Toro Rosso. Je m'y attendais pas du tout, j'étais vraiment sur le cul, comme on dit. Et j'avais pas compris, donc bon, c'est un peu du foutage de gueule parce qu'on dit à Gasly, Red Bull dit à Gasly, on garde jusqu'à la fin de la saison, t'inquiète pas, machin. Et en fait, on le plante un couteau dans le dos carrément. Donc moi, j'étais vraiment énervé contre ça. Ça me concerne pas, mais vous pouvez comprendre que ça m'énerve un petit peu. Comme vous aussi d'ailleurs, si vous regardez la F1, je pense que vous étiez aussi très énervé par rapport à cette situation. Et bon, Albon, c'est un genou aussi, hein. Il a grandi, enfin il a fait des compètes avec Gasly, machin, truc. Donc lui, évidemment qu'il est content, bien sûr que oui, il est content d'être chez Red Bull. Et il dit oui, bah on verra bien. Horner il dit oui, c'est un test pour Alex, on va voir il va faire 9 courses avec nous, on va voir ce que ça va donner. Et selon ses résultats, on va voir si on remet Pierre chez Red Bull ou si on garde Alex pour la saison 2020. Donc les saisons la course se passe et tout. Il fait quelques bonnes courses, mais Albon, je suis désolé, c'est les mêmes temps que Gasly, hein. C'est la même perf, c'est les mêmes perfs que Gasly. Tu prends les perfs de Gasly début de saison et les perfs d'Albon chez Red Bull en fin de saison, c'est pareil, quoi. Et il s'est toujours autant poutré par Verstappen, hein. Il a jamais fait de podium, il a jamais fait de victoire. Tu vois bien que c'est, tu vois bien que c'est, tu vois bien que c'est pareil, quoi. Et moi, j'ai pas trouvé ça juste pour Pierrot. Du coup, et allez voir aussi sa chaîne Twitch, hein, si vous avez pas, si vous savez pas, Gasly a fait les 24 heures du Mans virtuel et comment dire ça? Il a fait les 24 heures virtuelles, il fait plusieurs vidéos, il fait plusieurs lives en ce temps de confinement, comme Charles Leclerc d'ailleurs. Donc allez voir les deux chaînes Twitch si vous connaissez pas. Donc voilà, moi je trouve ça injuste pour Pierre, mais jusqu'au Brésil, un Grand Prix complètement fou comme l'Allemagne d'ailleurs, avec le podium de Danny Cat. Alors là, inattendu, même la deuxième place de Vettel alors qu'il partait dernier. Vettel il partait dernier sur la grille en Allemagne, il remonte P2. Après, bon, il y a eu le crash des Merco, il y a eu le crash de Bottas, il y a eu l'arrêt 51 secondes d'arrêt pour Hamilton. Alors personne n'était prêt, machin, il y avait pas, parce que c'était crash Hamilton, il n'y avait pas de roue prête, il n'y avait pas les pneus qui étaient prêts, il n'y avait pas l'élan, enfin c'était n'importe quoi dans le garage. Mais dans son malheur, Hamilton ressort dans les points. Et ça, c'est incroyable. Grâce à la safety car, comme tout le monde était obligé de ralentir, bah lui, c'est bon, hein, il est ressorti dans les points, hein, malgré tout cela. Et bon, après, il y a la saison machin. Et malheureusement, cette saison fut tragique, fut marquée par la mort tragique d'Anthony Mer sur une course de Formule 2 à Spa. Je pense que vous avez dû le voir à la télé. Moi, j'ai vu le crash, j'ai fait. C'était comme ça. Comme ça. C'était vraiment un crash, mais effroyable. J'étais vraiment choqué. Et je me suis dit que, la violence du choc avec Correa et Giuliano Alesi aussi, en fait, le truc, si vous regardez la vidéo, la vidéo, en fait,
En fait, le problème, l'accident, il vient de Giuliano Alesi. C'est pas de sa faute, hein, mais en fait, dans le raidillon, il est déstabilisé par la bosse dans le raidillon. Et en fait, tu vois qu'il part. Et en fait, là, je me suis dit, ça va être un carton pas possible. Parce qu'une voiture, déjà, avec une F2, je crois, t'es à 270, je crois, dans le raidillon, ce qui est vraiment pas mal, voire plus. Et là, je vois la voiture partir, je me dis, ouh là là, ça va être vraiment la merde. Et en fait, ce fut la merde parce que tu vois déjà la monoplace d'Antoine Hubert qui s'explose contre le mur côté droit après la Rétillon là. Et tu vois Correa, tu vois une voiture qui est comme ça, retournée comme ça, et qui fait du ride, qui fait du ride pendant une centaine de mètres au moins. Et en fait, c'était quand j'ai vu que c'était Antoine Hubert, j'ai fait, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. La violence du choc, c'est pas bon, il a encaissé je sais pas combien de G machin. Et je crois qu'il avait plusieurs séquelles machin et malheureusement bah il est mort donc voilà en plus il y a plusieurs amis Pierre Gasly, Charles Leclerc beaucoup c'était des amis proches d'Anthony Hubert et malheureusement bah ils étaient très attristés. Bon ils gardaient leur sérieux hein. Ils auraient pu pleurer, s'effondrer machin mais franchement bravo à eux et Leclerc bah il gagne la course pour Antoine donc ça moi je trouvais ça beau. Et il gagne chez lui, il gagne chez Ferrari, au pays de Ferrari, il gagne il gagne en Belgique. Franchement, c'est le chouchou, je pense que c'est le chouchou de Ferrari parce que son contrat c'est jusqu'en 2024. Vettel, lui, à la fin de la saison, il quitte Ferrari cette saison-là et je me suis dit, mais qui peut en remplacer machin. Et à la surprise générale, c'est Carlos Sainz. Et ben, bon courage. Hein. Je crois qu'il a, je crois il a signé pour 2 saisons. Donc on va voir s'il pourra rivaliser avec Leclerc qui sera le chef de file de Ferrari. Donc est-ce que Leclerc va savoir assumer ce rôle-là à voir l'année prochaine. Voilà, donc après titre Mercedes amplement mérité. Red Bull pour moi ce fut la deuxième force du plateau grâce à Verstappen notamment. Et Ferrari trop d'erreurs. Trop de est-ce que je leur passe trop d'erreurs stratégiques, trop de consignes d'équipe dès le premier Grand Prix de la saison. On a figé les positions alors que Charles Leclerc il aurait très bien pu finir devant Sébastien alors que en fait pas du tout. Voilà, donc bon 52 minutes c'est énorme comme vidéo, ça va être long à charger ça. Donc je vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un énorme pouce bleu, votre commentaire, dites-moi pour vous quelle est la meilleure saison que vous avez regardé, depuis que vous regardez la F1, c'est quoi votre meilleure saison, ou vos meilleures saisons d'ailleurs. Et puis je vous sortirai peut-être des vidéos plus tard pour vous donner mon avis sur F1 2020 qui sortira en juillet. Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Peut-être une vidéo avis sur Projet de Car 3 et sur plein d'autres jeux. Donc voilà, donc je vous laisse passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et aussi si c'est trop long, si la vidéo est trop longue, si vous trouvez le temps trop long, accélérez le temps. Donc voilà, je vous laisse bonne journée. Ciao ciao.